Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal, le premier du mois d'octobre. N'est-ce pas merveilleux? Bon, trêve de bavardage, je vous ai concocté un petit programme que je vous invite à découvrir sans plus attendre. Alors que Laura était partie dans un Lidl pour acheter un truc précis, elle est tombée sur des nouveautés véganes qu'elle a achetées. Bon, petite nuance, nouveautés, c'est plutôt des produits saisonniers. Et nous sommes au mois d'octobre, donc vous imaginez bien que c'est le moment parfait pour préparer les fêtes de fin d'année. Et je sais. Enfin, c'est juste que traditionnellement, c'est plutôt le genre de spécialité qu'on trouve en Allemagne à la période des fêtes, et même dans l'est de la France. Voici. Ceci. Les bretzels au chocolat. Alors, bretzel, c'est que la forme. Ce sont des pains d'épices. Et c'est délicieux. Et oui, c'est vegan. Alors, celui-ci, ce sont les pretzels avec la forme étoile ou en forme de cœur. Voilà, il y a trois formes différentes. Et on a une autre variante. Voilà. Ça s'appelle cœur d'épices. Et alors, ce sont des petits cœurs de pain d'épices nappés de chocolat noir, fourrés avec... Alors, contrairement à ce que cette petite boule de Noël peut faire penser, on imagine tout de suite de la cerise avec cette boule rouge. Et ben non, c'est plus une... confiture d'abricot, enfin une sorte de gélification d'abricot au milieu. Alors ça, il y avait deux sacs, on l'a ouvert, on l'a démonté. C'est délicieux, donc je ne vais pas le regoûter. On a bien le chocolat noir, on a bien le pain d'épices qui est très tendre, légèrement humide, et cette gelée fruitée d'abricot au centre, qui donne un autre contraste. Ça, c'est délicieux. Voilà. Ça, vous pouvez y aller. Hein, précipitez-vous. Ça aussi, hein, je vous montre. Et il y a toujours le petit logo vegan qu'on aime bien. Ça, c'est validé. Maintenant, on va passer au gingerbread pretzel. Parce que celui-ci, par contre, je ne connais pas. Je sais lire, mais... Oh, dites donc. Et franchement... il y a la dose. Waouh. Je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, il y a quoi? 500 grammes. 500 grammes de petits gâteaux. Ouh là là. Alors voyons ça. Nous avons donc bien les trois formes. L'étoile, le cœur et le fameux pretzel. Voilà. Et ben c'est sur celui-là que j'ai jeté mon dévolu et mordre. Sans grande surprise, c'est très bon. On a un chocolat noir qui a du caractère. Le pain d'épices est pain d'épices, dans tout ce que vous pouvez imaginer d'un pain d'épices, avec peut-être une petite note d'anis plus prononcée. Je m'avance peut-être. Au niveau de la sucrosité globale, ça va. C'est pas à outrance et c'est pas fade. Et voilà, hein, franchement, à l'intérieur, c'est chouette. Hein. Moi, j'aime bien. C'est un peu plus sec que cette version-là. Mais c'est pas desséchant. C'est juste que c'est un peu plus ferme, en fait. C'est pas sec, c'est plus ferme. L'autre est plus tendre. C'est super bon. Hein. En tout cas, moi, je trouve ça sympa d'aller dans des magasins discount comme ça et trouver des produits certifiés vegan et qui sont qualitatifs et toujours à petit prix. Alors de mémoire, elle m'a dit que ça c'était moins de 2 €. Et pour notre grosse boîte, là je crois que c'était moins de 3 €, quelque chose comme ça. Et j'ai pas les prix précis, mais qu'importe. Le tout c'est que c'est pas cher et qu'on peut se faire plaisir facilement. Surtout que j'ai retourné, hein, mais j'ai fait un petit thé pour l'accompagner parce que ça, je pense que ça donnera une bonne synergie. Ça créera un petit moment réconfortant comme on les aime. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve chez Jimmy's Street Food, oui,
Encore et toujours. Alors, il y a une bonne raison pour ça, c'est qu'il y a de la nouveauté. Alors, nouveauté, certes, peut-être éphémère, et c'est pour ça que je suis là, parce que j'ai été appelé par l'appel de la photo sur Instagram. Chez Jimmy Street Food, en ce moment, il y a des Loaded Tenders. Oui. Alors, le principe est simple, mais je pense qu'il va faire toute la différence. On reprend les tenders vegan de Jimmy Street Food, à savoir du seitan pané et frit. OK. Et on rajoute une couche de sal, à savoir, ils sont nappés avec la sauce fromagère et des pickles. Enfin, des petits condiments. Bref, c'est coquin. Donc, vous comprenez bien que je ne pourrais pas vraiment résister. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, pour accompagner mes tenders, j'ai pris les Loaded Fries. Oui, on est dans le Loaded Lunch complet. Donc là, ce sont des frites avec encore la sauce fromagère, des petits oignons frits, de la ciboulette. Bref, la frite qui s'ennuie pas. Et bien sûr, on boit. Je sais pas pourquoi. Hein. Ici, moi, c'est une tradition. À chaque fois que je viens, je prends un maté. J'adore le maté. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les Loaded Fries. Voilà. Un peu de pommes de terre, fromage, oignons. C'est marrant. Parce que avec cette sauce fromagère maison, j'ai toujours l'impression de manger une raclette. C'est renforcé par la pomme de terre et en fait avec l'oignon et la ciboulette, ça fonctionne forcément très très bien. Mais ouais, il y a un côté un peu raclette. Ouais, mais ça fait plaisir. Après, forcément, c'est pas l'accompagnement le plus light, mais est-ce qu'on va chez Jimmy Street Food pour être light? Je vois pas l'intérêt. Bon, après cette mise en bouche, je vais passer aux fameux tenders. Alors le premier, dans la continuité, oignon, ciboulette, fromage fondu. Et ouais, ça fonctionne super bien. On a notre tenders qui a ce 7 ans, ce petit goût qu'on retrouve ici, c'est la signature. La panure qui est folle, juste croustillante comme il faut. Mais elle a commencé à boire légèrement la sauce fromagère, ce qui donne encore une autre dimension. Et l'oignon crispy avec la ciboulette, bah, c'est comme sur les frites. Donc je retrouve le lien et j'aime beaucoup. Au suivant, le voici, le voilà. Là, c'est le tenders avec la sauce fromagère et les pickles d'oignon rouge. Là, on part sur autre chose. On a le côté légèrement acide avec la vivacité de l'oignon. Ça réveille vraiment les papilles. C'est une bonne idée. Ça m'aurait pas dérangé que ce soit un tout petit peu plus acide. Mais c'est pour être critique parce que sinon, c'est déjà délicieux. Alors le suivant, je pense qu'il va me plaire tout particulièrement. Le voici, le voilà. C'est le tenders avec les pickles cornichons. Ouais, c'est ça. On a le côté plus sucré du cornichon, côté croquant. On a note légèrement un petit peu aneth sur le retour. En fait, c'est rigolo parce qu'on a un petit goût presque de burger dans un tenders. Et j'achève cette dégustation avec le tenders jalapenos. Les pickles sont faits maison, hein. Attention. Je me le suis gardé pour la fin parce que c'est celui sur lequel j'avais envie de me précipiter. Mais non, il faut que ça se mérite. Ouais. Alors oui, le jalapenos, c'est pas un piment extrêmement fort, mais je trouve qu'il est bien adapté à ce type de cuisine. C'est très plaisant. On a une belle chauffe en bouche. En plus, les pickles donnent ce côté un petit peu vif d'acide. Donc, ok, c'est mon préféré. Ok. Ouh, et voilà, je suis venu à bout de mon repas. Alors, quand je dis ça, je suis sérieux.
Je ne le répéterai jamais assez, ici, les portions sont généreuses. La nourriture, c'est pas du vent. Donc, à chaque plat que vous commandez, il va falloir assumer. Et bien là, effectivement, juste les tenders en loaded plus loaded fries, il n'en faut pas plus. Non, je ne prendrai pas un cookie géant malgré le fait qu'il soit excellent. Non. Et alors, par contre, si vous faites partie de la team Goinfre, je vous rappelle qu'il y a les lundis à volonté. Ouais, ouais. Je ne sais pas qui peut assumer. Mais voilà, vous payez une somme forfaitaire et après, c'est à volonté. Bon, bref, une fois de plus, je voulais du sale. J'ai été largement servi. Je suis heureux et satisfait. Et alors, on en reparlera la semaine prochaine. Mais Ludo, qui est derrière le comptoir, m'a dit que, en plus de Jimmy Street Food, ils allaient lancer un autre projet parallèle en livraison. Et ça a l'air sympa. Mais suspense, j'en reparle la semaine prochaine. Je ne le répéterai jamais assez, quand on est vegan ou qu'on le devient, la première chose à faire, c'est savoir lire les listes d'ingrédients dans les produits que vous achetez et que vous souhaitez consommer. Et oui, ça peut paraître évident, mais mieux vaut s'en assurer et ne jamais partir sur la base que « ouais, ça doit être bon, je pense que… » Non, vérifiez. S'il n'y a pas un logo vegan, s'il n'y a pas marqué vegan sur le paquet, même si c'est pas un vrai logo de certification, ça mérite quand même de se poser la question parce que vous allez avoir des surprises. C'est fou le nombre de produits qui contiennent un petit peu de lactose quelque part. On se demande pourquoi. Et pourtant, l'ennemi rôde. Il est en embuscade à l'angle de chaque étiquette de produit. Donc, il faut savoir reconnaître aussi un autre ennemi bien plus pernicieux, celui qui se cache derrière le nom codé des additifs. Alors attention, mon propos n'est pas de faire un procès aux additifs, de vous dire attention, plus il y a d'additifs, plus c'est mauvais. Ce n'est pas forcément une réalité, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Les additifs, ce sont des produits ajoutés effectivement aux recettes qui ont été faites pour l'industrie alimentaire et qui ont une fonction. Généralement, on n'ajoute pas un additif juste pour le fun, parce que un additif a un coût. Donc dites-vous bien que quand un industriel de la food rajoute quelque chose, c'est que ça a une fonction. Une fonction liée à la tenue, à la conservation, à la stabilité des saveurs, etc., etc. Et aussi le côté cosmétique, parce que des colorants sont effectivement aussi des additifs. Et quand on parle de colorants, on peut aussi parler de colorants naturels végétaux. Ce n'est pas nocif pour autant. Donc, il faut bien avoir la mesure. Additif n'est pas forcément synonyme de dangerosité, de produits toxiques, bien au contraire. Bien utilisés, certains additifs sont particulièrement intéressants et ont des vertus. Et puis il y en a d'autres qu'on préfère largement éviter. Et pour ce faire, moi je vous renvoie à une application qui est payante, que j'ai sur mon iPhone. C'est peut-être une des premières applications que j'ai achetées avec mon premier iPhone à l'époque avec Happy Cow. C'est une application qui s'appelle les E. Les E. Voilà. Je ne sais pas si elle est encore disponible, parce qu'elle n'est pas mise à jour particulièrement, mais elle est toujours dispo sur mon iPhone. Donc tout va bien, c'est simplement un outil qui permet de taper le code et de savoir exactement ce qu'il y a derrière, et une classification sur le potentiel dangerosité, et aussi est-ce que c'est vegan ou pas, entre autres restrictions alimentaires. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un tour non exhaustif des additifs qui ne sont pas véganes ou qui peuvent être un peu douteux. Parce que c'est évident que quand vous lisez une étiquette, grâce aux lois concernant les allergènes, on voit tout de suite si un produit contient du lait, des œufs ou des crustacés. Mais pour le reste, ah oui, il faut quand même savoir lire. Sinon, typiquement, la viande, ce n'est pas considéré comme un allergène. Donc, ouais, faut pas se fier que à ça. Mais c'est déjà pratique. Ça va très vite de voir que dans les ingrédients en gras, bah, tout de suite, si on voit lait ou œuf, bah, on peut reposer le paquet, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est un filtre.
Bien. Maintenant, on va passer du côté obscur de l'alimentation. Qu'est-ce qui se cache derrière ces E quelque chose? Alors, je vous préviens, les noms, je les notés en bas de l'écran. C'est souvent ce qu'on appelle des noms barbares, mais c'est simplement des noms scientifiques. C'est loin d'être barbare. On va essayer de décoder ça et de savoir ce qui se cache vraiment derrière ces appellations. Le premier est excessivement connu, enfin j'espère que vous le connaissez, c'est le fameux E120. Le E120, c'est un colorant rouge. Donc d'entrée de jeu, dès que vous avez un aliment qui est rouge, regardez si vous avez un E120 ou un de ses cousins. Parce que, comme je vous ai dit, ce ne va pas être une liste exhaustive, ce serait trop long. Mais dès que c'est rouge, vérifiez bien quelle est l'origine. Il y a des E120, E121, 122, 124, je ne sais plus. Mais ils sont tous sur la même base, à savoir du puceron écrasé qui donne cette fameuse couleur rouge. Alors, il y a des colorants de synthèse, des colorants naturels rouges. Il y a des alternatives, rassurez-vous. Donc, c'est pas parce que c'est rouge que c'est forcément pas vegan. Mais il y a des probabilités, parce que c'est très largement employé. Et parfois, vous le trouverez aussi dans des sauces ou dans des endroits auxquels vous ne attendez pas. Donc, le 120, méfiez-vous. On va passer à présent au E322. C'est la lécithine. Alors la lécithine, c'est un émulsifiant qu'on va trouver principalement dans les produits à base de chocolat. Ça adoucit la texture. Et là, c'est un faux ami, puisque si c'est juste marqué lécithine, ça peut être extrait de l'œuf. Si c'est marqué lécithine de soja, tout va bien. Mais si c'est juste marqué lécithine, ça peut être de l'œuf ou du soja. Mais c'est pas précisé. Donc, généralement, mieux vaut s'abstenir ou au contraire, contacter la marque pour savoir exactement de quoi il en retourne. Mais la lécithine, on en trouve, comme je vous le dis, dans quasiment tous les produits à base de chocolat. Au suivant, le E430. Je vais le lire lentement. Du stéarate de polyoxyéthylène. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un stabilisant qu'on va retrouver principalement dans des produits comme des sauces. Et celui-ci peut être d'origine animale en partie, ou pas. Voilà, c'est pareil. De toute façon, il y a comme toute une gamme d'additifs où la graisse animale entre en jeu, mais pas toujours. Pas toujours. Donc c'est un petit peu embêtant, hein. C'est pas clair. Donc à part contacter les marques, comme je vous l'ai déjà dit, c'est très difficile d'y voir plus clair. Cela dit, j'ai déjà vu sur certains additifs que c'est précisé, entre parenthèses, origine végétale ou origine animale. Ça arrive que des fabricants soient très clairs sur la question, peut-être qu'ils en ont marre qu'on leur pose, et autant le noter. Parce que de toute façon, ils sont tenus de répondre à un moment, donc simplifier la vie, c'est mieux. Et tant mieux pour nous. Donc, ça, voilà, on ne sait pas si c'est animal ou pas. Et alors, c'est un composé entre une partie de synthèse et une partie de graisse, souvent, la plupart du temps, animale. Donc, méfiez-vous du E430, car non, je ne le reprononcerai pas. Passons à présent au tristement célèbre E441. Ah, vous ne savez pas ce qui se cache derrière? La gélatine. Alors la gélatine, je sais que ça fait toujours un questionnement chez beaucoup de gens, en se disant mais est-ce que c'est de la gélatine végétale? Est-ce que c'est de la gélatine animale? C'est pas précisé, etc. Alors, on va mettre fin au débat. Si c'est juste marqué gélatine, c'est animal. Point. Alors, souvent du bœuf, parfois du porc. Si c'est de la gélatine qui est d'origine marine, gélatine marine, c'est du poisson. C'est des cartilages de poisson. Ça c'est pas tiré des algues, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent. Et donc, il faut vraiment que ce soit marqué gélatine végétale, qui est une appellation assez rare, j'avoue, puisqu'on a des gélifiants qui, eux, ont aussi leur code, c'est l'agar-agar, la carragénane, la capar, etc. Bon, c'est à part. Mais si c'est juste marqué gélatine, d'entrée de jeu, sachez que c'est animal. Ne vous posez plus la question. Le débat est clos, vraiment. Donc, quand c'est pas marqué gélatine, ça peut être marqué E441. Ah, le suivant, il fait souvent parler de lui. C'est le E471.
C'est un émulsifiant qui porte le doux nom de mono- et diglycéride d'acide gras. Là aussi, on est sur un terrain un peu flou, puisqu'il peut être d'origine animale ou végétale. Alors, je tiens à vous rassurer, parce que c'est un produit qu'on va trouver principalement dans la boulangerie industrielle. Et en France, toutes les grandes marques, que ce soit du Jacquet, du Harry's, la boulangère, etc. Enfin, tout ce que vous allez trouver généralement dans les supermarchés en France, quand vous voyez E471, c'est d'origine végétale. Donc, ça va, pas de parano inutile sur ce genre de produit où vous pouvez y aller tranquille. Maintenant, si c'est une marque que vous ne connaissez pas, là, je ne peux pas vous le garantir. Autant je me suis renseigné sur les autres que ça, je ne sais pas. S'il y a un nouveau venu, est-ce qu'il va lui aussi utiliser un E471 végétal? À vous de voir. Ils auront peut-être le bon goût de marquer végétal, parce que ça aussi, ça fait partie des additifs où c'est bien marqué d'origine végétale dans bien des cas. Donc bon, voilà. Méfiez-vous quand même, parce que le E471, on le trouve ailleurs que dans le pain industriel. Donc c'est pas une garantie. Dans le même genre, autre émulsifiant, le E477. Alors lui, on va le lire hein, tranquillement. Ester du propylène glycol d'acide gras, très souvent d'origine animale, parfois végétale. On ne sait jamais. Celui-là, j'avoue que j'ai dû le rencontrer une ou deux fois dans des pâtes à tarte. Et faute d'information, j'avais reposé. À vous de voir. Mais c'est pareil, hein. Si eux ils le marquent pas, vous n'avez pas de garantie. Et on passe sans plus attendre au E633. Et là, c'est un exhausteur de goût, et son petit nom d'amour, c'est inosinate de calcium. C'est extrait de viande ou de poisson. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un exhausteur de goût qu'on va trouver dans certains plats préparés. Il n'y a pas d'alternative. Hein. Celui-là, c'est pas clean, c'est sûr à 100%. Et un autre exhausteur de goût qui n'est pas vegan, c'est le E640, aussi appelé glycine. Rien à voir avec la fleur. C'est un produit issu de la gélatine animale. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi la gélatine animale donne un truc sur un exhausteur de goût. Ne me demandez pas. Mais voilà, le E640, vous oubliez. Ah, celui-ci est d'une grande évidence si il est écrit en pleines lettres, mais si vous avez juste son code, peut-être que vous passez à côté d'une faute, une vegan faute. Le E901. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, de la cire d'abeille. Alors la cire d'abeille est utilisée comme un agent d'enrobage. On va trouver ça principalement dans la confiserie, mais pas que. Donc parfois c'est marqué clairement cire d'abeille, voire Serra Alba, mais ça c'est plus sur la cosmétique. Par contre, le E901, je vous avoue que je ne connaissais pas le code avant de faire des petites recherches. Donc nouvelle méfiance sur ce chiffre. On va rester dans la même catégorie, c'est le E904. Encore un agent d'enrobage, et c'est la gomme laque, aussi appelée shellac. Et oui, il y a différentes appellations, et tout ça n'est pas très clair. Et là, vous allez être en plein appétit quand vous allez savoir que c'est fait à base de poux. Ouais, voilà. Voilà. Allez. Alors le suivant, je pense que vous le connaissez. Mais bon, mieux vaut le dire. Le E913, encore un agent d'enrobage, la lanoline. C'est extrait de la laine des moutons, mais aussi de la peau des moutons. En fait, c'est aussi poétiquement appelé cire de mouton. En fait, c'est du sébum. Vous savez le truc qu'on a dans les pores de peau. Ouais, ben ça se mange. On continue notre voyage. Alors, je vous rassure, ça va pas durer des heures. On touche à la fin de ma petite liste, que je rappelle qui n'est pas exhaustive, mais qui permet déjà d'y voir un peu plus clair. Bon, allez. Le E920, c'est un agent de traitement des farines. Et ça se traduit par L-cystéine. Qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous?
Eh bien, ce sont des protéines animales. Euh, alors, c'est des protéines soit tirées de la viande, soit des poils, soit des cartilages, soit des ongles. Ouais, voilà. Des griffes. Hmm. Ah oui, 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 oui. Vous n'avez pas envie de manger ça, j'en suis sûr. Ça, j'en ai déjà vu justement dans une pâte à tarte un jour. C'est comme ça que j'ai découvert l'existence de cet additif. Et, tiens, c'est quoi ça? Ah, 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 ah. Et on repose le paquet. Et parlons à présent du E600. Ah non, non, il est maudit, mais pas à ce point-là. 966. Ouais. C'est un édulcorant qu'on appelle aussi lactitol. Et le lactitol, c'est un sucre naturel du lait et principalement du lactosérum. Voilà. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Vous reprendrez bien un petit peu d'émulsifiant pour la route. J'en suis sûr. Alors celui-ci, il est facile à souvenir, c'est le E1000. E1000. Et le E1000, c'est de l'acide cholique. C'est issu de la bile de vache. C'est atroce. C'est atroce. Ah mais rien ne se perd, hein, ça c'est sûr. Et je vais finir avec le E1105. C'est un conservateur et il s'appelle réellement lysozyme. Et c'est fait à base d'œufs, sans aucune ambiguïté. Je ne sais pas où il se trouve. C'est un additif que j'ai jamais vu personnellement, j'ai jamais croisé. Mais voilà, si vous voyez ce chiffre ou ce nom, sachez que ce n'est pas vegan. Voilà les amis, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Alors je sais déjà que certains d'entre vous diront « Oui, mais rien ne vaut le fait maison. On essaye de nous empoisonner, etc. » Mais non, pas du tout. Sachez que la majorité de ces additifs d'origine animale ne sont pas du tout toxiques. La question n'est pas là. Vraiment. Et je le rappelle, encore une fois, le sel est un additif, de la fécule est un additif. Ce que vous avez utilisé chez vous pourrait être transformé en un code que vous n'avez pas envie de voir sur un paquet. Et pourtant, vous le consommez vous-même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il ne faut pas être parano ou avoir un rejet systématique de tous les additifs. Il faut apprendre à les connaître et même à les utiliser. Typiquement, je vous le disais, l'agar-agar est un additif. Et oui, pourtant, il n'y a pas de problème avec l'agar-agar. Et la liste est longue des aides qu'on peut utiliser en cuisine et il ne faut pas se priver. Jouer au petit chimiste, c'est plutôt rigolo. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses. La cuisine, c'est de la chimie. Donc, si on peut avoir des meilleures textures, avoir des goûts plus affirmés, avoir une meilleure stabilité quand on cuisine, pourquoi pas? Le poison est toujours dans la dose et non pas dans le produit lui-même. Donc, sachez faire la mesure des choses, mais au moins, quand vous allez faire vos courses, n'achetez pas aveuglément, renseignez-vous. Ça vous permettra d'être un peu plus tranquille et pas découvrir après coup que vous avez fauté. Mauvais vegan que vous êtes. Blague mise à part, ne vous flagellez pas si vous avez fait une erreur. Ça nous est tous arrivé parce que, et c'est pour ça que je voulais faire ce sujet aujourd'hui, c'est tellement complexe. Déjà, avec des ingrédients standards, on est obligé de tout éplucher, prendre un petit peu plus de temps, mais décoder des chiffres et des lettres ou des noms scientifiques dont on n'a jamais entendu parler, ça complexifie la chose. Et voilà, alors ça fait de nous des gens plus instruits. Parce que c'est vrai que la majorité des gens ne lisent pas les compositions ou passent outre. Donc ils ne savent pas du tout ce qui se cache derrière. Et si ils savaient qu'ils mangent un truc à base de sébum de mouton ou de bile de vache ou de cartilage de porc, peut-être qu'ils reposeraient le truc en disant « c'est répugnant ». Oui, pas plus qu'un morceau de cadavre, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais c'est une autre histoire. Cette semaine encore, je vous emmène sur Netflix à la découverte non pas d'une série, non pas d'un film, mais d'un documentaire en 4 parties, dont le titre est un peu bizarre, puisqu'il est « Hey Pepsi, il est où mon avion ?» De quoi ça peut bien parler? Eh bien, en fait, tout est déjà dans le titre. Il s'agit en fait d'une histoire vraie, c'est un documentaire, c'est un peu l'idée,
une sorte de fait divers où dans les années 90, un jeune homme de 20 ans décide de s'attaquer à Pepsi sur un terrain particulier, celui d'une publicité où il était question de pouvoir, grâce à des points collectionnés sur les emballages des boissons Pepsi-Cola, de pouvoir collectionner des goodies, donc du merchandising siglé Pepsi. Et la pub proposait pour 7 millions de points de gagner un jet militaire. Bon, bien sûr, on comprend vite que c'est juste une pub, sauf qu'il n'y a pas d'astérix derrière le nombre de points. Et il va s'engouffrer là-dedans pour exiger de Pepsi un avion militaire. Voilà. C'est ahurissant, c'est une vraie saga. Ça a l'air ridicule comme ça, pourtant c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant, c'est plein de rebondissements. On a les témoignages des principaux protagonistes de l'époque de nos jours. Après, c'est reconstitué effectivement avec des acteurs pour quelques plans du passé. Mais c'est étayé effectivement d'images qui font que c'est hyper fluide, hyper intéressant. Et ça se dévore, ça se dévore. Alors je vous donnerai pas la finalité, je vous dirai pas si oui ou non il a eu gain de cause, si oui ou non il a réussi à avoir son avion ou autre chose. Je ne dirai rien, puisque moi-même, avant de lancer cette série, j'ignorais absolument tout du résultat et je n'en avais pas entendu parler alors que ça avait défrayé la chronique aux États-Unis. En même temps, voilà, ça reste encore une histoire de procédure judiciaire américaine, comme il y en a tant eu dans les années 90, où on entendait vaguement parler de loin, mais nous, ça ne nous concernait pas, donc on s'y intéressait pas, on trouvait toujours ça un peu ridicule. Mais là c'est croustillant. Donc, écoutez, je vous laisse seul juge de l'intérêt ou non de cette histoire. En tout cas, c'était très distrayant. Ça en dit long aussi, je trouve, sur l'état d'esprit, justement, procédurier américain. Et ouais, ça donne pas trop envie, je trouve. Mais bon, voilà, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre culture. Et ce documentaire montre bien, effectivement, certaines différences culturelles avec nous, je trouve. Bref, je sais que certains d'entre vous l'ont vu parce que vous me l'aviez recommandé. Et il y avait aussi l'ami Alex de la chaîne La Fuite en vidéo qui en avait parlé l'année dernière en disant que c'était absolument génial. Donc ça y est, mission accomplie, j'ai vu la série, j'ai aimé, et à vous de jouer. Eh ben les amis, ça fait un sacré bout de temps que je ne vous ai pas présenté un livre. Et pourtant, il se passe des choses. Je vais corriger ça. Et je vais entamer par un nouvel ouvrage qui sort a priori aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo. Moi je l'ai eu un petit peu en avant-première. Il s'agit de ceci. Vegan Food, Art and Rock'n'Roll par Teresa Moya. Alors Teresa Moya, c'est peut-être pas un nom qui vous évoque grand-chose. Et pour cause, non, ce n'est pas une autrice de livres vegan habituels, ce n'est pas une créatrice de contenu, ce n'est pas une youtubeuse, ce n'est donc pas quelqu'un de médiatique, mais potentiellement, vous la connaissez de vue si vous avez été client d'un regretté restaurant parisien nommé Eatside Burger. Et oui, c'était elle derrière le comptoir et c'est grâce à elle qu'on a pu se régaler avec tous ces bons petits burgers savoureux et créatifs. Alors oui, ça y est, malheureusement, après 10 ans de bons et loyaux services, le restaurant a fermé, mais l'aventure continue à travers ce livre. Un livre à la fois de recettes, d'art, et aussi qui relate toute une aventure humaine. Donc on n'est pas que sur un livre de recettes. Et si comme moi vous appréciez particulièrement l'iconographie qu'ils avaient développée autour du restaurant et qui faisait vraiment l'identité du lieu pour annoncer leur nouvelle création, vous n'allez pas être déçus parce que, voilà, hein, vous vous souvenez de ces dessins noir et blanc un petit peu rétro avec ce côté vert derrière. C'était vraiment une signature particulière. Bon, ils n'y avaient pas que ce style-là, mais il y avait une touch.
eh bien, on a le plaisir de retrouver ça régulièrement entre les pages de recettes et les témoignages, etc. C'est super chouette d'avoir une sorte de compilation de tout ce travail et qu'il n'est pas perdu à tout jamais. Ça fait plaisir. Et bien sûr, ça reste un livre quand même de recettes. Il y a 75 recettes dans cet ouvrage. Et vous serez peut-être surpris qu'un livre tiré du savoir-faire d'Eastside Burger ne vous propose aucun burger. Bah non. Par contre, et je trouve ça plutôt bien vu, il y a tout un chapitre sur les sauces et les crèmes qui font l'identité des burgers. Parce que finalement, vous apprendre à compiler un steak végétal avec une tranche de cheddar et puis un pain, quelques légumes, ok, on est tous capables de le faire. Mais ce qui va créer l'identité du burger, finalement, c'est sa sauce. Certes, l'association de tous les ingrédients, mais là, vous avez besoin d'apprendre quelque chose ou avoir le petit secret. C'est de savoir comment était faite la sauce. Et bien là, on a les secrets de Teresa. Alors, je ne sais pas s'il y a toutes les recettes. Peut-être pas. Mais au moins, il y a la quintessence. Et au-delà des sauces, on va retrouver toute la partie on a tendance à appeler les mises en bouche. Voilà. J'ai encore un souvenir ému du mozzarella stick qui était croustillant à l'extérieur, extrêmement parfumé avec le fromage végétal fondant, gras, gourmand, on en mettait un peu partout. C'était totalement décadent. La mâche était absolument géniale, très ludique comme j'aime. Et ça, il y a la recette, oui. Une autre spécialité de l'établissement, c'était bien sûr les quiches qui changeaient régulièrement. Vous allez retrouver les recettes dans ce livre. Et enfin, on ne pourra pas passer sous silence les desserts parce que chez Eastside Burger, il y avait ce truc, les cheesecakes, généreux, eux aussi bien décadents. Alors là, on en a quand même une très belle sélection. Ça, je vous laisse découvrir. Mais il y en a certains que j'ai eu l'occasion de goûter. Et il y a quoi un petit goût de reviens-y. Bref, vous l'aurez compris, c'est un livre qui s'adresse certainement avant tout à l'ancienne communauté fidèle d'Eastside Burger qui a envie de connaître un petit peu les coulisses, les secrets, peut-être en savoir plus sur les engagements de l'équipe, enfin, ce qui a fait toute cette identité particulière. Et là, c'est un bel hommage à ces 10 années passées au service de l'alimentation végétale, avec gourmandise, avec un vrai message, avec une vraie portée. Bref, je trouve ça génial. Ce livre, il est disponible pour l'instant uniquement en format physique. Il coûte 32 €, est édité par Libertalia. Il n'y a pas de livre numérique pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, comme toujours, hein, ça se trouve où? Dans les bonnes librairies. Et je reviens d'aller faire les courses chez Picard, et parmi les mélanges de légumes, il y en a un que j'ai jamais essayé. Et je me dis, tiens, pourquoi pas? C'est celui-ci, mélange de légumes anciens. Et là, on a un ensemble de potimarron, carottes jaunes, patates douces et topinambour. Ça me parle bien, et puis en voyant ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Pourquoi pas un risotto? Et puis en rentrant, je me suis dit, j'ai pas assez de riz à risotto, laborio, j'en ai plus beaucoup. Comment je vais faire ça? Et je dis, et si je faisais ça avec du blé? Ça fait super longtemps que j'ai pas cuisiné du blé. Donc, ce sera un blésotto, sauf que, ouais, le blé, ça libère pas l'amidon de la même manière, donc on peut pas faire la même technique. Ce serait idiot d'essayer de calquer exactement la même chose en remplaçant le riz par le blé. Donc, je vais faire un blé correctement et tricher un peu pour avoir illusion d'un truc qui fait risotto au blé, quoi. Mais c'en est pas.
Et voilà le travail. Bon bah, en tout et pour tout, ça aura mis moins de 15 minutes de préparer ce blesotto. Voilà, on va l'appeler comme ça. Franchement, visuellement, ça le fait. Ça le fait. Bon, c'est un peu plus court que le risotto, mais en même temps, c'est pas du tout la même technique comme vous l'avez constaté. Donc, mais est-ce que je vais retrouver les mêmes sensations? Là est la question. Mmh. Mmh. Oh, pas mal. Bah, je me surprends moi-même. Hmm. Le cousinage avec le risotto est évident. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai aussi triché, j'ai rajouté de la crème végétale, j'ai boosté avec du fromage végétal. Alors que, normalement, quand je fais un risotto, il n'y a pas de crème, et je finis juste avec de la levure maltée, ou un parmesan végétal, mais pas comme ça. Mais ça donne de l'onctuosité, du crémeux, juste le gras gourmand qu'on recherche. Les petits légumes sont parfaitement cuits, alors ils sont tendres mais légèrement croquants, donc ça donne un vrai relief. Le blé est cuit comme ça, et comme un riz asiatique, donc il a sa mâche, mais il est plus fondant quand même quand on croque dedans. Et c'est très parfumé. Alors la sauge ressort particulièrement, moi c'est vraiment un aromate que j'aime beaucoup. La petite note de noix de muscade, elle était facultative, mais je trouve que ça apporte encore plus. Et j'aurais même pu rajouter un petit coup de girofle si j'avais pensé. Ça aurait bien fonctionné. Bref, c'est un bon petit plat pour commencer l'automne que l'on appelle de tout notre cœur. Et voilà, je valide ce petit mélange de légumes anciens de chez Picard parce que je le connaissais pas et ça fait bien le boulot. Et ben voilà, c'est fini pour cette semaine. Alors, j'ai une petite question pour vous, comme ça m'arrive souvent. Hein. Vous savez, on discute, on s'interroge, on échange, on spécule. Mais il y a un truc qui revient très très souvent, c'est souvent ce regret du manque de diversité dans la restauration végane, même à Paris, oui oui. Et je me demandais, quel serait pour vous le type de cuisine, de spécialité que vous n'avez jamais vu dans un restaurant vegan ou tellement peu souvent que ça vous manque et vous seriez a priori ravi de retrouver ça enfin dans un établissement? C'est une vraie question parce que je pense que voilà, tout ce qui est cuisine asiatique ou burger, on en a fait le tour. On aime ça, mais il n'y a pas que ça dans la vie et il y a d'autres choses à explorer. Mais peut-être que finalement, c'est ce qui répond le plus à la demande et que ce serait un peu trop aventureux d'aller sur d'autres terrains. Mais je compte sur vous pour me donner un petit peu votre opinion, vos envies et voir si on a des idées en commun, des inspirations communes, et ça permettrait peut-être d'aiguiller des nouveaux arrivants qui veulent se lancer dans la restauration végane, avec peut-être des idées un peu plus innovantes, ou peut-être carrément très traditionnelles, mais complètement absentes du paysage. Exprimez-vous, c'est à vous. Sur ce, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. N'oubliez pas les pouces, l'abonnement, Tipeee, tout ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!